XXIe siècle, le trafic d'ivoire, un commerce illicite mais qui ne s'essouffle pas, les éléphants d'Afrique sont menacés d'extinction. Le crâne, ça devait être comme ça, mais vous voyez comment c'est cassé. Donc ils ont, avec la hache, coupé pour tirer les ivoires. Au Gabon, le combat d'un homme pour empêcher ce massacre. Et au cœur du conflit qui embrase les territoires occupés palestiniens depuis tant d'années, la lutte des plus vulnérables pour se nourrir. Des femmes se battent avec leur imagination, leur détermination et des résultats. J'espère que je vais pouvoir continuer ce travail et l'améliorer. Bonjour et bienvenue dans XXIe siècle, je suis Charlotte Legris de la Salle. Les massacres d'éléphants n'ont pas cessé dans le monde. Au contraire, l'année qui vient de s'écouler a été l'une des pires jamais enregistrées. L'ivoire a atteint des prix records et les éléphants d'Afrique sont la cible privilégiée des réseaux mondiaux de trafiquants. Au Gabon, un homme consacre sa vie à tenter de les sauver. Nous partons ensemble à sa rencontre. J'ai une bonne expérience de la faune sauvage locale, mais j'étais impuissant pour les protéger. Ces moyens, le docteur Joseph Okouyi les a trouvés. Et il s'est lancé dans un combat risqué contre les réseaux criminels. Son obsession, sauver les animaux, sa passion de toujours. Quand j'étais jeune, j'avais un chien, je mangeais dans la même gamelle que mon chien, des choses comme ça. Je pense qu'on ne peut pas faire ce travail si on n'a pas une passion pour les animaux. Ce travail, c'est la sauvegarde des animaux sauvages qui peuplent le parc national d'Ivindo, au Gabon. Plus de 3000 km² de forêt vierge, presque impénétrable. Joseph est à la tête de l'équipe des gardes. Et il consacre sa vie à un animal en particulier, l'éléphant des forêts gabonaises. Le plus grand animal de la planète est réputé pour son intelligence, son instinct maternel. Un animal massivement chassé et massacré pour ses défenses d'ivoire, très prisé. Un animal unique, majestueux, qui risque aujourd'hui de disparaître. Il y a moins d'un mois, il y a 8 éléphants qu'on a réduit, carcasses d'éléphants, qu'on a retrouvés du côté de Mouyabi. Ces éléphants sont les plus recherchés par les braconniers, car ce sont eux qui leur rapporteront le plus. Ils possèdent des défenses plus grandes que celles de toutes les autres espèces africaines. Dans cette région ici, c'est connu pour avoir ce qu'on appelle les gros porteurs. On a des éléphants qui ont des ivoires, il est debout, ça touche le sol. Les forêts d'Afrique centrale sont dévastées par le braconnage. C'est de là que provient la plupart de l'ivoire illégal. Tom de Meulener est le coordinateur du programme des Nations Unies pour la surveillance de l'abattage illégal des éléphants. Nous sommes en train de perdre la bataille des éléphants en Afrique centrale. Les défenses d'éléphants sortent clandestinement du Gabon pour alimenter un réseau mondial de trafiquants. L'ivoire est ainsi acheminé en grande partie vers l'Asie, où elle est utilisée notamment pour la décoration. La demande n'a jamais cessé. Elle est telle que le commerce illicite de produits en ivoire a atteint des volumes records en 2011. Un marché estimé par les Nations Unies à 100 millions de dollars par an. Chaque année, ce sont 12 000 éléphants d'Afrique qui peuvent ainsi être abattus. Et cette espèce a beau être protégée, elle a perdu la moitié de sa population en à peine 30 ans. Joseph ne l'accepte pas, et peu importe les sacrifices qu'il doit endurer. C'est un travail ingrat, on n'est pas très bien payé, ça c'est clair. C'est un travail très difficile, on n'est pas très bien payé. Mais je pense que peut-être qu'on n'est pas au courant de l'autre alternative.
Aujourd'hui, Joseph fait un voyage de 4 heures jusqu'à la rivière Ivindo, un coin reculé de la forêt, dans l'un des 13 parcs nationaux du pays. Il va retrouver l'une de ses équipes. Des hommes qui vivent plusieurs mois dans la forêt, dans les conditions de vie les plus élémentaires. Séparés de leur famille, avec le minimum de ressources, ils consacrent leur journée à la protection des éléphants. 50 éléphants ont été tués en 6 mois dans ce seul parc. Et il n'y a pas que les animaux qui sont menacés. Tous les jours qui se passent, quand j'envoie mes agents en forêt, je prie pour que ces gars reviennent sans problème. Nous avons les bras, les machettes, les couteaux. Les autres, ils ont les carabines, les K158 et même les Kalachnikov. Et le fusil dont tu me parles, tu me remets les... Bien sûr qu'on a peur. Avec le vent, la pluie... Joseph sait que lui et ses hommes ne peuvent lutter à armes égales. Alors il trouve d'autres moyens. Il a donc recruté Parfait, un ancien braconnier qui connaît bien les méthodes des chasseurs. Nous sommes dans la zone du parc et puis on pêchait, on chassait dans le parc. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Au départ, on faisait dans l'ignorance. Maintenant, on sait que la protection des bêtes est une bonne chose puisque il y avait des bêtes qui étaient en voie de disparition puisqu'on les chassait beaucoup. Joseph, évidemment, dénonce ce massacre. Mais il sait aussi que beaucoup de ces braconniers chassent uniquement pour survivre. Si l'offre et le trafic d'ivoire est si important au Gabon, c'est d'après Joseph en grande partie à cause de la pauvreté. Et des populations autochtones comme les pygmées, réputées pour leur talent de chasseurs et leur parfaite connaissance de la forêt, sont particulièrement vulnérables. Ils sont les premiers à être exploités par les trafiquants. Ils n'ont pas de travail, ils ont des besoins que tout le monde, ils n'ont pas d'activité professionnelle. L'éléphant, avec le prix de l'ivoire, est une tentation énorme. Les pygmées sont logiquement choisis et approchés par les réseaux internationaux de trafic d'ivoire et ils sont recrutés pour tuer les éléphants. Est-ce que tu n'as pas un autre moyen pour gagner l'argent, à part faire la chasse des éléphants? Afan est un pygmée baka. Il vient d'être arrêté avec un autre suspect. Joseph l'interroge dans ses bureaux, en ville. Il le questionne sur son rôle dans l'abattage de l'éléphant. Il t'assiste en fait. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui portes le fusil. Oui, moi, comme il a des fusils là, moi j'ai la carabine, lui-même il a le fusil pesé. D'accord. Donc quand j'étais la bête. Alors pourquoi tuer cet éléphant? Parce qu'il y a un monsieur là qui veut me donner toujours le savon, le sel, le pétrole pour que je fasse ça. Pour que j'ai ça. Afan a été payé l'équivalent de 30 €. Pour lui, c'est une fortune. Mais une misère si l'on pense au profit réalisé par l'intermédiaire qui va vendre les défenses aux trafiquants 25 fois plus cher. Les gens lui remettent le fusil, il va tuer les éléphants, on lui donne sa part, il pourra lui témoigner. Et ce sont les chasseurs comme Afan qui sont pris. Rarement les intermédiaires ou les trafiquants. Afan va devoir payer une amende bien au-dessus de ses moyens, en plus d'une peine de prison de 3 à 6 mois. Lorsqu'on lui demande s'il se sent coupable d'avoir tué un éléphant, il n'a pas beaucoup de regrets ni de doutes. Ici, il est question de survie. C'est spécial pour moi, quoi. Oui, ce sont les gens qui me proposent. Tu comprends? C'est comme ça que j'ai fait. Mais Afan ne sera pas le seul puni. L'homme soupçonné d'être l'un des intermédiaires de cette opération, qui se fait appeler Bobo, a été arrêté lui aussi. Il refuse que son visage soit filmé. Visiblement, c'est Bobo qui a payé Afan pour qu'il tue l'éléphant. Il aurait ensuite vendu les défenses aux trafiquants internationaux d'ivoire. Cette capture pourrait se révéler très fructueuse pour Joseph. Il espère que Bobo le conduira jusqu'au gros poisson du réseau de braconnage. C'est le seul moyen dont dispose Joseph pour faire cesser ce massacre. Il utilise donc Bobo pour savoir qui se cache derrière ce trafic hors d'Afrique. Est-ce que c'est des Gabonais les acheteurs? Non, ce ne sont pas des Gabonais. Tu as déjà eu un Gabonais acheteur? Non. C'est qui? Particulièrement des Camerounais. Oui. Donc c'est essentiellement eux qui achètent ça? Oui.
Non. Donc toi tu chasses seulement, tu ne sais pas où va l'ivoire, vous ne savez pas ce qu'on fait avec l'ivoire. Bon, pour nous, on chasse, c'est parce qu'on a manque de... Joseph tente alors d'évaluer combien Bobo peut, à ce stade, retirer de la vente de l'ivoire. Dans ce cas, celui-là, tu vendrais combien le kilo et celui-là combien le kilo? Celui-là, tu peux le vendre 25 000 francs le kilo. Là, il peut aller à 10 000. Une défense pèse en moyenne 10 kilos. Mais dans cette région, certains éléphants ont des défenses pouvant peser le double. Joseph en déduit que Bobo, en tant qu'intermédiaire, peut gagner jusqu'à 800 € pour chaque éléphant tué. Est-ce que tu sais que la grande chasse est illégale? Oui. Oui. Est-ce que tu comprends la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à collaborer pour faire avancer l'enquête et rendre service à l'administration? Bobo refuse de donner des noms, mais il espère une réduction de peine. Alors, avec Afan, il accepte de conduire Joseph jusqu'à la carcasse de l'éléphant, en plein cœur de la forêt. Récolter des preuves sur place permettra d'ouvrir un dossier contre les trafiquants. Cette nuit-là, Bobo et Afan partent avec les gardes forestiers sur le site où a été massacré l'éléphant 3 jours plus tôt. Le lendemain, Joseph rejoint une autre de ses équipes dans la forêt qui a trouvé une nouvelle carcasse. Celle-ci date d'il y a 3 mois. Joseph s'approche des os pour déterminer si l'éléphant a été tué ou est mort naturellement. Ce qu'il cherche, ce sont des signes de violence. Voilà l'indice. C'est ça, regardez. Ips. Le crâne, hein, ça devait être comme ça, mais vous voyez comment c'est cassé, hein? Donc ils ont, avec la hache, coupé pour tirer les ivoires. Question, ça prouve que cet éléphant a été bel et bien abattu par un braconnier pour ses ivoires. Ce spectacle, il ne s'y habituera jamais. Sincèrement, je suis un peu triste. Je suis vraiment triste de constater que mes frères gabonais s'adonnent à cette activité. Le gouvernement a multiplié les efforts pour tenter de lutter contre ces massacres à travers le pays. La priorité, c'est de stopper le commerce et pour cela de mettre en place des patrouilles sur les routes principales, de chercher les véhicules qui pourraient transporter clandestinement de l'ivoire ou des espèces protégées. Bonjour. S'il vous plaît, vous revenez d'où? Non, c'est pas pour la gendarmerie. Ce sont les eaux et forêts. Lors de cette patrouille, ils vont trouver quelques petits animaux abattus illégalement. Un peu de viande, mais pas d'ivoire. Autre stratégie, empêcher l'ivoire de quitter le pays et donc surveiller le principal point de sortie, le port de Libreville. Ici, d'énormes conteneurs partent sur des navires aux 4 coins du globe. Un énorme défi à relever pour ceux qui traquent les contrebandiers. Le port est une frontière et nous mettons tout en œuvre pour que cette frontière soit inviolée et respecte les conditions et les normes internationales. Le capitaine Knambo est responsable de la sécurité ici. La place portuaire d'Ovendo est l'une des places la mieux gardée de l'État. L'an passé, aucune ivoire susceptible de quitter le port n'a été trouvée. Mais le risque, dit-il, est permanent. Donc c'est toujours possible qu'il y ait une faille dans un système de sécurité et que quelqu'un puisse rentrer avec 1 ou 2 ivoires. Mais en termes de volume, non. Quelqu'un ne pourrait pas mettre dans un navire, par exemple, 1 tonne d'ivoire ou 100 kilos. Ce ne sera pas toujours évident. Pourtant, l'ivoire quitte bel et bien l'Afrique. Et en grande quantité. C'est ce que nous confirme Tom de Meulener. Le commerce illégal est très préoccupant. Il devient de plus en plus organisé et très clairement, les gangs criminels tentent d'exporter l'ivoire depuis l'Afrique vers le marché asiatique. Pour Joseph, il faut non seulement faire diminuer l'offre, mais aussi la demande. Et je pense que si la justice doit être sévère, c'est envers ces personnes qui achètent l'ivoire pour le remettre sur le marché international, que ces jeunes qui cherchent réellement
de quoi manger, nourrir leur famille, ainsi de suite. Donc c'est très difficile. Maîtriser le marché mondial de l'ivoire, c'est l'objectif de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES. C'est le forum où l'on peut rassembler tous les intervenants, les consommateurs d'Asie et les producteurs d'Afrique, et où l'on peut essayer de développer ensemble des politiques pour lutter contre le trafic illicite de l'ivoire. Les saisies d'ivoire dans le monde ne cessent d'augmenter. Environ 23 tonnes pour la seule année 2011, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Et la quantité d'ivoire de contrebande est également à son plus haut historique. Pour Joseph, cela signifie continuer le combat encore et encore. Le parc national Divino, on voit une réelle progression, mais c'est très peu encore. Il faut beaucoup plus, il faut que la conservation soit une réalité. La communauté internationale devrait appuyer des pays comme le Gabon qui ont une réelle volonté de régler ce problème. Et c'est seulement avec ces initiatives, dit-il, que les éléphants et les animaux sauvages auront encore un avenir. Je suis très content de ce que je fais et je suis très content à chaque fois que je vais en forêt et je vois un animal. C'est ma récompense. Bien sûr que ça vaut la peine. C'est une région du monde déchirée par des années de conflits, une région où la lutte pour la survie est un combat permanent, où nourrir sa famille, se soigner est un défi quotidien, les territoires palestiniens occupés. Une région où l'espoir vient des femmes. Ce sont elles qui, face à l'adversité, ont remonté leurs manches, se sont mises au travail pour apporter du pain et le sourire à des centaines d'enfants et à leurs familles. Regardez. Je m'appelle Esteskar Abdelkarim, je vis à Sébastille et j'ai 2 fils et 2 filles. Il est 6h30 du matin et Istethkar travaille depuis 2 heures déjà. J'ai appris à cuisiner très jeune, bien avant de me marier, à l'âge de 17 ans. Ce talent, Istethkar et d'autres femmes en ont fait aujourd'hui leur principale ressource. Mais pas seulement. Elles ont changé la vie de milliers de personnes. Istethkar vit au cœur de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé et ravagé par les guerres successives. Le blocus des frontières et les restrictions très sévères de déplacement ont étranglé l'économie. La nourriture est inabordable pour la plupart. Le chômage est endémique. La contribution des femmes aux revenus de la famille est donc vitale, mais bien trop rare. C'est vraiment difficile de rapporter de l'argent à la maison tous les jours quand vous n'avez pas de salaire mensuel fixe. Le pourcentage de femmes palestiniennes travaillant à plein temps est l'un des plus bas au monde. Mais Istethkar fait partie de celles qui n'ont pas croisé les bras. En 2010, elle a monté sa propre entreprise avec l'aide des autorités palestiniennes et de fonds internationaux. Avec d'autres, elle a décidé de gagner son pain en le fabriquant. Boulangère et cuisinière, elle prépare aujourd'hui des repas équilibrés qu'elle vend à prix subventionné à quelques 400 élèves. Des jeunes filles, autrefois obligées de payer bien davantage pour manger à leur faim. J'aime faire du poulet farci, parce que tout le monde aime ça. Et je fais du msakhan et de la soupe au yaourt. Un travail qui est devenu crucial lorsque son mari a perdu son emploi. D'abord, ça m'a aidé psychologiquement et puis aussi financièrement, parce que jusque-là, je n'avais jamais eu mon propre revenu. Nous avions toujours dépendu du salaire de mon mari. Aujourd'hui, dans les communautés les plus pauvres de la Cisjordanie,
ces délicieux repas préparés par Istezkar et d'autres femmes de la région nourrissent pas moins de 70 000 écoliers. C'est énorme. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres. Dans une région où l'accès à la nourriture est limité, il est essentiel de s'assurer que les enfants mangent sainement, explique Zain Hamad, une diététicienne qui travaille pour le ministère palestinien de l'Éducation. Certains problèmes de santé ont pas mal diminué, comme l'obésité et l'anémie. Une amélioration telle que le taux d'anémie, qui réduit les capacités d'apprentissage des enfants, est passé de 25%, un quart des enfants, à quelques cas seulement. Ce qui nous préoccupe vraiment, ce n'est pas seulement de fournir assez de calories aux enfants, c'est de s'assurer que leur état nutritionnel, en général, est suffisamment bon pour leur permettre une réussite scolaire. Alia Eliasser est chef du bureau de l'ONU Femmes dans le territoire palestinien occupé, bureau qui soutient ce projet de cantine scolaire tenu par les femmes de la région. Vous avez vraiment l'impression que ça fait boule de neige. Car l'initiative ne bénéficie pas seulement aux enfants, dit-elle. Toute la population en profite. Vous ne voyez pas seulement l'effet sur les individus, mais aussi sur les familles, les communautés. La priorité numéro 1 pour ces femmes, ces communautés, c'est gagner leur vie. Elles ont besoin d'une source de revenus sur laquelle elles puissent compter. C'est exactement le cas d'Istezkar, une réalité, un sentiment que partagent toutes ces femmes réunies aujourd'hui dans l'un des 17 centres Sabaya pour les jeunes femmes soutenus par l'ONU. Rien que dans ce foyer, 1500 repas sont préparés chaque jour pour les étudiants. Si les femmes se réjouissent de pouvoir toucher un salaire, il a fallu en revanche bousculer des maris traditionnels et d'abord très réticents à l'idée que leurs épouses travaillent. Avant, les hommes, par habitude, n'aimaient pas l'idée que leurs épouses quittent la maison pour aller travailler. Sama Moussa Akabne dirige les centres de cette région. Maintenant qu'ils se sont habitués à ce projet et que leurs femmes ont commencé à être payées, les maris ont commencé à aider leurs épouses dans leur travail. Ahmad Souleyman est l'un d'entre eux. Le mari d'Istezkar savoure chaque jour sa chance d'avoir une femme, aujourd'hui entrepreneur. Ahmad a perdu son emploi, mais a pu ouvrir cette petite boutique dont il est le gérant grâce à sa femme, à ses revenus. Elle nous aide maintenant dans tous les aspects de la vie. Grâce à son travail dans les cantines scolaires, elle contribue même à soutenir financièrement les études de nos enfants parce que moi, je ne pouvais pas payer ses frais de scolarité. Et il apprécie maintenant le rôle si atypique de sa femme, une femme qui est le leader économique de la maison. Je suis très fier de ma femme parce qu'elle fait son travail et plus encore. Même sentiment de satisfaction chez Istezkar qui constate les résultats de ses efforts. Avant, j'étais timide avec les gens, mais je suis devenue plus forte et plus confiante. J'espère que je vais pouvoir continuer ce travail et l'améliorer. Que je vais continuer à travailler toute ma vie. Istezkar et sa famille savourent aujourd'hui les fruits de leur travail. Elle et 200 autres femmes palestiniennes ont trouvé une indépendance économique et offert à des milliers d'autres un véritable espoir dans ce territoire si marqué par la souffrance. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legris de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.